Bonjour et bienvenue dans le numéro 32 de Jaf ta mère, l'émission de l'association Équité Parentale, avec aujourd'hui un spécial aliénation parentale SAP avec un des plus grands spécialistes français, monsieur Jean-Pierre Cambefort, psychologue et formateur en sciences humaines et sociales, avec un CV particulièrement impressionnant, qui a offert 2 livres, le premier en 2016, Famille éclatée, enfants manipulés, l'aliénation parentale aux éditions Albin Michel, et qui a coécrit un livre également en janvier 2020 intitulé La violence intime, violence familiale, extra-familiale et éducative aux éditions Ballant. Nous aurons une conversation en 2 parties, car elle a été longue, un peu plus de 45 minutes, donc nous ferons 2 émissions dans cette discussion, où nous parlerons qu'est-ce que c'est que l'aliénation, comment réagir par rapport à l'aliénation, la différence entre violence et autorité, ainsi qu'un certain nombre de thèmes qui nous seront bien utiles pour faire face à cette situation, la comprendre, analyser et savoir un peu plus de quoi il retourne. Mais tout d'abord, pour introduire ce sujet, voici une intervention de monsieur Thierry Lavergne, notre psychanalyste à nous, justement sur le sujet du SAP et de l'aliénation parentale. Voilà, c'est Jaf ta mère numéro 32 avec Stéphane sur RLP, ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. RLP, Radio Libre en Périgord. Jaf ta mère. Monsieur Thierry Lavergne, notre psychanalyste et notre pédopsychiatre sur RLP 102.3, bonjour. La question du jour sera aujourd'hui sur le SAP. Comment fait-on en tant que parent lorsque votre enfant ne veut plus vous voir et qu'il est monté contre vous? Qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve, on se plaint? Quelle est la posture à adopter? Alors on fait ce qu'on veut, mais surtout pas devant l'enfant, surtout pas devant l'autre parent et surtout pas devant les instances judiciaires qu'on va forcément être amené à solliciter. Alors, SAP, ça veut dire aliénation parentale. Donc déjà, dans cette façon de parler, on sous-entend que l'enfant est enfermé dans une aliénation, c'est-à-dire qu'il est fou, finalement, aliéné ou attaché dans le discours de l'autre parent, c'est-à-dire qu'il est utilisé par l'autre parent pour régler des comptes. Donc c'est un enfant en danger, déjà rien que ça. Rien que le fait que l'enfant puisse être reconnu comme un syndrome d'aliénation parentale, ça veut dire que c'est un enfant qui n'a pas finalement accès à une pensée libre. Donc il est en danger et n'importe qui est témoin d'un enfant qui est dans cette situation doit signaler la situation de danger dans laquelle l'enfant est, et à commencer par l'autre parent. Parfois l'enfant est grand, il a 24, 25 ans, il veut plus vous voir, ça y est, c'est perdu. Le temps, les 10 ans, 15 ans de conflit ont fait leur rôle et... Oui, ça c'est ce qu'il faut évidemment à tout prix éviter pendant le temps de l'enfance. Et pendant le temps de l'enfance, si j'ai une recommandation à faire, c'est de bien comprendre que la relation entre parents et enfants ou entre adultes et enfants n'est pas une relation équilibrée, c'est pas une relation équivalente. C'est-à-dire que c'est à l'adulte de faire la démarche d'aller vers l'enfant. Et malgré les oppositions, malgré les difficultés, il ne faut jamais perdre le lien avec son enfant et toujours partir du principe que comme on est l'adulte, c'est l'adulte qui doit, faire toutes les démarches possibles pour protéger l'enfant, pour garder un lien avec l'enfant, pour en quelque sorte faire en sorte que la relation continue à exister jusqu'à ce qu'elle puisse se transformer éventuellement lorsque l'enfant accédera à son libre choix. Donc même si on ne donne pas les cadeaux, il faut les envoyer quand même, en garder une trace. Même si les courriers ne sont pas remis, il faut les envoyer quand même et donner une copie. Parce que j'ai cru observer qu'un jour un basculement se produit et l'enfant vient voir quand il est plus grand et demande pourquoi. Et il faut montrer qu'on n'a jamais cessé d'essayer. C'est ce que vous confirmez ? Ah oui, absolument. Et il faut tout
garder le lien, même avant là, parce que là, dans les hypothèses que vous dites, il y a vraiment un enfermement complet de l'enfant. Donc, même avant, il faut absolument signaler que l'enfant est en danger et essayer de solliciter les services de protection de l'enfance pour faire en sorte que cet enfant sorte de l'enfermement psychique ou réel, quelquefois d'ailleurs, dans lequel il est. Oui, malheureusement, lorsque nous sommes à 1 ou 2 ans pour être retenus dans une procédure, que les services montrent un parti pris assez fort, nous arrivons à des résultats que nous devons gérer par nous-mêmes, et c'est ce que nous essayons parfois. Bon, nous en reparlerons une prochaine fois. Monsieur Laverne, merci, à bientôt, merci. Oui, à bientôt, au revoir. RLP. Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui, RLP 102.3 avec monsieur Jean-Pierre Cambefort. Monsieur, vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Oui, très bien, merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter, introduire votre carrière, votre parcours et nous dire qui vous êtes ? Eh bien, je m'appelle Jean-Pierre Cambefort, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie dans les sciences humaines et sociales. J'ai été entre autres psychologue dans le champ de l'éducation spécialisée en Outre-mer. Et pour faire le lien avec votre émission, j'ai ces dernières années beaucoup travaillé sur la question des violences familiales, des violences éducatives et des questions qui ont à voir avec les séparations des parents et les conséquences auprès des enfants. Mais avant, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai fait de l'éthologie humaine et j'ai été chargé de cours à l'université en anthropologie. J'ai été chargé de cours dans beaucoup d'universités. La dernière était l'université de Toulouse, jusque ces dernières années, au département de sciences de l'éducation et de psychologie. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé particulièrement ces 4-5 dernières années sur les questions des violences familiales. Voilà. J'ai commencé par faire psychologie, ensuite j'ai fait de la biologie animale, puis des sciences du comportement, puis de la primatologie pendant plusieurs années. J'ai étudié chez les primates les composantes de l'affectivité simienne, à la fois dans mon doctorat et oui, en Afrique. Après, je me suis intéressé à l'acculturation chez les primates pendant plusieurs années en Afrique auprès de plusieurs espèces. Et en captivité d'abord, et puis après sur le terrain, je me suis intéressé à la transmission des habitudes alimentaires et des liens qu'il y avait entre les facteurs d'organisation sociale, de structure sociale et transmission des habitudes. Voilà. Donc j'ai pu établir quelques liens généraux qui ont été publiés, mais ça remonte à très loin. Ensuite, j'ai été psychologue dans l'éducation spécialisée dans un département d'outre-mer, et là j'étais en contact avec des problématiques complètement différentes de celles de la primatologie, puisque j'avais des responsabilités de cadre technique dans plusieurs associations où les enfants, les adolescents et les adolescentes étaient placés, puisqu'ils étaient en grande difficulté sociale, scolaire, etc. Étiquetés, cas sociaux, délinquants, troubles du comportement et de la conduite. Voilà. Et au cours de ce travail, je me suis aperçu, un peu sur le tard, je dois le dire, puisque mon dernier livre est un peu un hommage à des cas que j'ai suivis, et je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je me suis intéressé sur le tard à ces questions de conflits de loyauté dans les familles, puisque beaucoup de ces enfants, ces adolescents, ces adolescentes étaient pris dans des conflits de loyauté entre le père et la mère, c'est-à-dire dans des conflits conjugaux. Et m'est venue l'idée de publier un livre à partir de plusieurs témoignages de ces personnes que j'ai suivies. Et c'est comme ça que cet ouvrage qui a été publié chez Albin Michel est une analyse psychosociologique, si je peux dire, mais aussi psychologique surtout, de la question de l'aliénation parentale. Aliénation parentale, il faut dire que c'est un mot un peu tabou, en tout cas en France, dans certains pays latins, mais en France en particulier, puisque beaucoup de magistrats sont rétifs à inclure cette notion dans leurs concepts et dans leurs normes de travail. Et par voie de conséquence, les parents victimes d'aliénation parentale sont en quelque sorte désarmés, détruits souvent, et ils me contactent à l'occasion des difficultés qu'ils ont rencontrées devant les tribunaux pour faire reconnaître leur statut de victime. D'accord, et donc là on arrive effectivement en février 2016 avec cet ouvrage Famille éclatée, enfants manipulés sur l'aliénation parentale, qui est sorti, vous m'aviez dit, chez Albin Michel, Albin Michel, que l'on trouve d'ailleurs sur Amazon, à la Fnac et dans les grandes librairies.
Quel est le contenu de cet ouvrage, son plan, et qu'est-ce que vous y explicitez? Dans cet ouvrage, il y a d'abord une partie biographique où il y a des suivis, de témoignages de personnes, notamment une personne que j'ai particulièrement suivie au cours de mon travail, dont la fille avait été aliénée contre lui par la mère. Donc une grande partie de l'ouvrage est un récit biographique de l'aliénation parentale, comment elle se structure, quels effets elle fait, comment on peut la déceler. Donc c'est à la fois un témoignage et en même temps un accompagnement psychologique de cette personne. Il y a plusieurs autres exemples d'aliénation parentale de personnes, cette fois-ci que je n'ai pas suivies dans le travail, mais qui faisaient partie de mon entourage proche. Et en deuxième point, l'ouvrage est une analyse plus approfondie des profils psychologiques des parents dits aliénants, manipulateurs, d'une part. D'autre part, des effets que produit l'aliénation parentale, des effets délétères et extrêmement violents et destructeurs que produit cette situation sur les parents dits aliénés, c'est-à-dire les parents qui ont été victimes de ce phénomène, les parents, je le rappelle, dont les enfants ont été en quelque sorte manipulés et embrigadés contre eux par l'autre parent. Après, on pourra discuter de savoir pour quelles raisons, etc. Et puis, je termine l'ouvrage en essayant de déboucher sur des pistes, des conseils à la fois juridiques et psychologiques, une espèce de memento pour aider les parents aliénés à se sortir d'affaires. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le rappelle, en France en tout cas, ce qui n'est pas le cas des pays de l'Europe du Nord, en France, la question de l'aliénation parentale est encore taboue. Elle s'est développée quand même depuis quelques années, bien évidemment, parce qu'il y a de plus en plus de cas qui ont été soumis à des tribunaux, mais elle reste encore une violence qui n'est pas reconnue, qui en grande partie n'est pas reconnue par les tribunaux. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'aliénation parentale? D'accord, alors, ça c'était pour la présentation de l'ouvrage. Maintenant, quand on parle quand on parle de l'aliénation parentale, on parle de quoi? On parle d'un phénomène qui, sur le plan scientifique, si je peux dire, consiste en la manipulation d'un enfant ou d'une fratrie, ou l'embrigadement, c'est pareil, d'un enfant ou d'une fratrie, par un parent contre l'autre parent, au moment ou après une séparation conflictuelle. Voilà en gros la phrase qui pourrait le résumer. C'est un phénomène d'emprise, un phénomène qui s'apparente à des phénomènes pervers. C'est un phénomène extrêmement violent parce que le parent dit manipulateur, dit aliénant, utilise son enfant contre l'autre parent. Et aussi bizarre et aussi peut-être monstrueux que ça puisse paraître, ça, comment dirais-je, c'est une violence terrible parce qu'elle ne prend pas les aspects de la violence. On pourra en discuter tout à l'heure, on pourra se dire comment ça se fait que les parents font ça, est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont violents, etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette question-là, mais disons que pour la description du phénomène, on pourrait la décrire de cette façon-là. De manière triviale, en fait, quand une séparation se passe mal, c'est lorsque un parent commence à monter le ou les enfants contre l'autre parent pour qu'il ne le voit plus, qu'il en dise du mal, etc. C'est ça, en fait, pour résumer. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, quel est le but que le parent aliénant poursuit? Il cherche, consciemment ou inconsciemment, ça c'est une question subsidiaire, on pourra se demander pourquoi d'ailleurs, mais enfin, le parent dit que manipulateur cherche à détourner l'enfant de l'autre parent, faire en sorte qu'il le déteste, qu'il le haïsse, qu'il n'ait plus envie de le voir, et pour cela, il utilise toutes sortes de procédures ou de procédés qui peut aller jusqu'à des fausses allégations d'abus sexuels, des accusations mensongères de violence, etc. Voilà. Oui, d'ailleurs, on dit que lorsque le SAP est vraiment installé, les accusations n'ont plus aucun fondement et deviennent totalement délirantes. Oui, alors, on appelle syndrome d'aliénation parentale, on appelle syndrome parce que c'est un terme qui est emprunté à la médecine. Un syndrome est un ensemble de symptômes et le syndrome se caractérise par en gros 8 symptômes. Je ne sais pas tous en tête, bien évidemment, mais en gros, ces symptômes consistent en une campagne de dénigrement du parent cible, du parent victime, on va dire, par l'enfant. Une campagne de dénigrement, un refus d'aller chez lui, une critique systématique de tout ce qu'il caractérise, à la fois sur le plan presque physique, de ses traits culturels,
corporelle, etc. Le fait et également de dire qu'il n'est pas manipulé, qu'il est droit dans ses bottes et qu'il n'est pas victime de manipulation, qu'il sait absolument ce qu'il dit. Donc, par toutes les caractéristiques du discours de l'enfant, les professionnels, les travailleurs sociaux par exemple, ou les psychiatres ou les psys, doivent progressivement entendre qu'il s'agit d'un discours répété, de quelque chose qui ne lui appartient pas. L'enfant n'est pas du tout... quelqu'un d'autre parle à travers lui, quoi, en quelque sorte. Et puis ce qui caractérise aussi le discours de l'enfant manipulé, entre autres choses, c'est l'abîme, l'écart caricatural, même vraiment exagéré, entre l'intensité du rejet, d'une part, et la futilité des raisons qui sont attribuées, que l'enfant attribue aux parents. Par exemple, il va dire mon père est un imbécile parce que il me demande de changer les poubelles ou parce qu'il donne pas des croquettes au chat ou etc. Ce genre de choses. Donc c'est ça qui caractérise l'aliénation parentale aussi, c'est que l'enfant qui n'est plus maître de son discours en quelque sorte attribue aux parents qu'il rejette des traits caractéristiques d'une haine farouche, d'un rejet farouche sur le plan émotionnel, alors que les arguments sur lesquels il se base sont de toute évidence absolument futiles. Et c'est ça qui est important aussi, on ne peut pas parler d'aliénation parentale lorsque on n'a pas vérifié qu'il n'y a pas de maltraitance avérée. Autrement dit, quand il y a une maltraitance avérée, lorsque les enquêtes sociales montrent que l'enfant qui rejette son parent est effectivement maltraité, on ne peut pas parler d'aliénation parentale à proprement parler. En revanche, dans le cas de l'aliénation parentale, effectivement, le parent cible n'a jamais démérité de son rôle de parent. Au contraire, pour certains d'entre eux, ils ont été des parents tout à fait exemplaires. Plus que la douleur du parent, quels sont les ravages que cela donne dans la construction de l'enfant? Quels sont les dommages? Est-ce que c'est dangereux pour les enfants, en fait, de subir ceci? C'est évidemment dangereux dans la mesure où je le rappelle toujours aux professionnels ou aux parents que je soutiens, parce qu'il y a beaucoup de parents qui m'ont appelé et qui me demandent un soutien puisqu'ils ne trouvent pas d'écho chez les professionnels en France. Une phrase que tout le monde devrait apprendre par cœur, vous, moi, tout le monde, et qui devrait être écrite au frontispice de toutes les institutions d'éducation. Cette phrase est la suivante: les enfants ne sont pas divorcés avec leurs parents. Alors c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que l'enfant manipulé pense ou croit qu'il va pouvoir se séparer d'un des deux parents. Autrement dit, de continuer à marcher sur une forme de claudication psychologique en agissant évidemment sous l'impulsion et sous la manipulation du parent qui est derrière. Or, les enfants ne sont pas divorcés avec leurs parents. Ça veut dire qu'un être humain a besoin des deux parents pour se construire, évidemment. Et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous vous occupez de l'égalité parentale. Et c'est un sujet qui tombe complètement dans l'escarcelle, si je peux dire, de votre militantisme. C'est tout à votre honneur. Mais c'est une blessure et une violence énorme parce que le parent aliénant cherche à mutiler en quelque sorte l'enfant de l'autre parent sans le dire, sans le vouloir, souvent en le reniant, en étant dans le déni de réalité, etc. Alors si vous voulez, à partir de là, on aborde un aspect psychologique un peu plus compliqué du parent manipulateur, dont on pourra parler tout à l'heure si vous voulez, mais dès lors, il faut signaler que c'est en cela que ça consiste et que ça fait des ravages terribles chez les enfants. Est-ce que nous avons des reculs aujourd'hui, des conséquences de l'aliénation sur les enfants qui sont devenus adultes? Comment est-ce qu'ils en subissent les conséquences? Est-ce que dites-moi? De deux choses l'une, ou bien l'adulte qui a été enfant manipulé a pris conscience qu'il a été manipulé, et dans ce cas, à ce moment-là, il dit j'ai été manipulé, je le sais, j'ai perdu un parent, je ne vois plus mon père ou ma mère depuis longtemps, etc. Donc il le sait, ou bien il le sait pas, et il continue à l'âge adulte, jusqu'à des âges extrêmement avancés, de médire et de dire que son père est un imbécile, sa mère est une idiote, etc. C'est-à-dire qu'il faut que le processus thérapeutique et juridique et judiciaire aussi se mette en place extrêmement tôt dans le processus, dans la vie de l'enfant, pour ne pas arriver à des âges auxquels c'est irréversible. Est-ce que ça le gêne dans sa construction plus tard pour fonder un foyer, d'élever ses enfants correctement? Ou est-ce qu'il est privé de quelque chose, ou est-ce qu'il arrive quand même à avancer?
il peut pas avancer s'il n'y a pas de processus thérapeutique, éducatif, et juridique et judiciaire qui sont mis en place. Si rien ne se passe, si absolument rien ne se passe, c'est comme un virus, c'est pareil, voilà, comme le Covid ou quoi, ça peut aller très loin, ça lui mange toute son énergie psychique, et évidemment, ça a des conséquences énormes. Les enfants manipulés qui sont victimes d'aliénation parentale, se dégradent sur le plan psychologique, sur le plan scolaire, ils font quelquefois de l'automutilation, ils tombent dans des dépressions sévères, où ils peuvent tomber dans la délinquance, ils peuvent compenser par une violence extrême, se droguer et être attirés par des paradis artificiels ou devenir complètement asociaux. Mais lorsqu'un processus thérapeutique, lorsque déjà le diagnostic est porté très tôt et que des mesures, des procédures, on va dire, si vous voulez, sont mises en place sur le plan éducatif, psychiatrique, etc., et juridique et judiciaire aussi, à ce moment-là, l'enfant manipulé est protégé par une sorte d'armature pluridisciplinaire, si je peux dire, si vous me suivez. Le parent aliénant, lui aussi, est en quelque sorte entouré par des procédures, par des professionnels qui, s'ils sont pas complètement aveugles, arrêtent le processus pathologique et disent, là vous êtes en train de manipuler votre enfant. Il s'agit de l'aliénation parentale, ça n'est pas concevable, vous vous rendez pas compte que vous faites souffrir votre enfant pour des buts qui sont complètement égocentriques, et ça peut être passible de sanctions pénales. En tout cas, dans les pays de l'Europe du Nord, qui sont évidemment beaucoup plus avancés que la France en matière de politique familiale, comme toujours, l'aliénation parentale est reconnue comme un délit et est condamnable pénalement, quoi, d'après ce que je sais. Mais parce qu'il y a aussi toute une panoplie de professionnels qui sont tout à fait clairs par rapport à ça, qui la reconnaissent comme une violence, quoi. C'est une violence terrible, c'est une violence psychologique au même titre que l'embrigadement, que le harcèlement, que la radicalisation. Je l'ai pas dit dans mon livre, mais à force de réfléchir sur les questions de terrorisme et de radicalisation, je me rends compte que finalement, l'aliénation parentale du côté du parent manipulateur, je veux dire, et même aussi de l'enfant manipulé, hélas, parce qu'il devient aussi un processus qui a à voir avec, de près ou de loin, avec des phénomènes de radicalisation. Nous voici maintenant en janvier 2020 avec votre deuxième ouvrage, La violence intime, violence familiale, extra-familiale et éducative, aux éditions Bolland. Oui, mais je l'ai pas écrit seul. Hein. Tout à fait. Voilà, il y a deux auteurs et deux parties différentes. Oui, donc cet ouvrage a été coécrit avec Madame Dominique Mas. Dominique Mas, que vous aviez rencontré par le passé déjà, ou c'était une rencontre? Dominique Mas écoutez, elle est psychologue clinicienne. Elle a fait aussi une grande carrière en Outre-mer. Elle est retournée d'ailleurs récemment. Vous êtes très marqué par la Réunion, je crois, vous-même. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Donc, elle a fait tous les témoignages qu'elle fait, les 4 biographies qu'elle cite dans sa partie ont été glanées lors de sa pratique professionnelle en Outre-mer. Mais peu importe, si vous voulez, la problématique est la même. Donc, elle pose la question des victimes et du crédit de l'audition et de la crédibilité qu'on donne aux victimes dans un monde où apparemment tout n'est pas réglé de ce point de vue-là, quoi. Et elle analyse dans différents cas de personnes qu'elle a suivies, bien évidemment les conséquences des violences subies à la fois sur leurs descendants. Il y a le cas d'un enfant maltraité, d'un meurtre d'enfant, etc. Donc ça va très loin au niveau de ce qu'elle décrit comme cas pathologique et qu'elle a dû soutenir aussi en tant que psychologue clinicienne. La partie qui me concerne traite des violences éducatives ordinaires à partir de 2 témoignages de personnes qui ont vécu leur adolescence à la moitié du XXe siècle. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les violences éducatives au XXe siècle en France, dans des milieux de la bourgeoisie française et dans des milieux dans lesquels les violences éducatives n'étaient absolument ni connues ni dénoncées. C'est une époque où on ne dénonçait pas du tout les violences éducatives, on n'en parlait même pas d'ailleurs. Et
Les témoignages portent donc sur 2 personnes, un homme et une femme, que j'ai connus dans l'intimité, si je peux dire, de mon amitié. Et le but du travail est de mettre en lien les phénomènes qui sont décrits avec les caractéristiques politiques et psychosociologiques de l'époque. Autrement dit, pourquoi la violence n'était pas dénoncée ? Comment se fait-il que dans des milieux où les gens étaient en quelque sorte au-dessus ou en dessous de tout soupçon, comme vous préférez, des pratiques comme ça aient pu être mises en application sans que personne ne les dénonce? On s'est posé la question aussi avec ma collègue de la perversion, de la banalisation de la violence, de la banalisation du mal, dirait Hannah Arendt, si vous voulez. Comment ça se fait que la violence est intégrée en quelque sorte à une forme de quotidien? Et ce qui est intéressant à la fois dans le livre, dans le témoignage et l'analyse de Dominique Mas et la mienne, c'est que, ayant travaillé sur des milieux paradoxalement tout à fait différents, on essaie d'analyser les mêmes phénomènes, quoi. Comment ça se fait que la violence est banalisée? Comment est-ce qu'elle s'immisce dans la vie des gens? Quels effets dévastateurs elle peut avoir lorsqu'elle n'est pas prise en compte? Et même quand elle est prise en compte, l'absence d'audience ou de crédibilité des victimes fait que finalement que le mal continue à courir, quoi, en quelque sorte. Dans la partie qui me concerne, je travaille un peu sur la question de la perversion qui a beaucoup alimenté mes pensées depuis ces dernières années, puisque la perversion est aussi à l'origine des mécanismes de l'aliénation parentale. Donc comment la perversion fonctionne, comment les pervers fonctionnent, voilà, toutes ces choses-là m'ont intéressé et j'ai essayé. D'ailleurs la notion de VEO, de violence éducative ordinaire. C'est pas moi qui l'ai introduit, c'est violence éducative. Oui, c'est un concept qui est développé déjà par un certain nombre d'auteurs que je cite dans l'ouvrage et auquel je fais référence, évidemment. Donc les VEO, c'est un concept qui n'existait pas de mon temps lorsque j'étais jeune psychologue, quand j'étais étudiant, mais enfin c'est un concept récent qui a mis en évidence les violences éducatives et ordinaires. Le O de ordinaire veut dire en fait qu'elles se produisent dans la banalité la plus complète de la vie quotidienne et que, c'est pas que personne n'y fait attention, mais que justement elles deviennent banales. On pourrait dire les violences éducatives banales, les VEB, mais enfin bon, ordinaires. Alors comment la violence peut-elle devenir ordinaire? C'est quand même ça qu'est le problème. Les exemples, c'est alors il y a plusieurs types de violences, bien évidemment. La violence physique, la violence psychologique, ça j'ai rien inventé. Ça peut être des humiliations, des disqualifications systématiques, et puis des pratiques de châtiment corporel qui sont permanents dans des milieux bourgeois, dans des milieux où les enfants ne peuvent pas se plaindre parce que la victime ne parle pas. On l'a bien vu. Il y a quelques jours sur Arte, je regardais justement ce documentaire très intéressant sur les victimes, les enfants placés, etc. Ce qui caractérise les violences éducatives ordinaires, c'est que justement leur caractère ordinaire fait qu'elles sont incluses dans le quotidien de la vie familiale, qu'elles sont intériorisées et que malgré leur caractère insupportable, elles sont intégrées à la vie de tous les jours, quoi. RLP. Radio Libre en Périgord. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. La suite de l'entretien dans une prochaine émission. N'oubliez pas la rediffusion mercredi prochain à 16h et surtout les podcasts sur YouTube. Si vous écoutez cette émission sur YouTube, mettez-nous des petits pouces bleus, des likes, ça nous fait plaisir. Encouragez-nous pour notre travail parce que c'est quand même pas mal de temps et d'énergie. Et nous espérons que tout ceci vous fait plaisir et contribue à votre compréhension et vos loisirs et nos analyses. Voilà, c'était Stéphane depuis le Périgord. À très bientôt. Ciao, ciao, bye bye. J'affronte